Bien, alors bonjour. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre intervention à l'étude du texte et nous allons nous pencher sur des chapitres, donc à partir du chapitre 27. Alors nous allons faire des petites vidéos. Alors la première, nous allons la consacrer au chapitre 27, 28, 29, 30 et nous passerons à d'autres vidéos qui vont porter sur les autres chapitres. Bien, alors nous commençons par chapitre 27. Le chapitre 27, là, le narrateur, comme vous voyez, il se trouve dans une situation de détresse. Hein. Donc il imagine déjà l'échafaud, il imagine déjà la guillotine qu'il n'arrive même pas à prononcer, dont il n'arrive pas à prononcer le mot. Et regardez, vous suivez, vous devez suivre sur vos romans. Encore si je savais comment cela est fait et de quelle façon on meurt là-dessus. Mais c'est horrible, je ne le sais pas. Il se demande même comment il va mourir. Regardez, il n'arrive pas à prononcer le nom de la guillotine. Comment cela est fait. Si je savais comment cela, en parlant de cette guillotine, comment il sera exécuté. Le nom de la chose, une autre fois, il utilise la chose pour désigner la guillotine. Le nom de la chose est effroyable. Et je ne comprends point comment j'ai pu jusqu'à présent l'écrire et le prononcer. La combinaison de ces 10 lettres, et on parle des 10 lettres, ce sont les 10 lettres de mots guillotine, leur aspect, leur physionomie, parce que même avec les deux L, guillotine, les deux L, le T, les lettres qui composent le mot guillotine, ça donne l'image même de la guillotine elle-même. Donc il représente, les lettres représentent la chose elle-même. Donc la combinaison de ces 10 lettres, leur aspect, leur physionomie est bien faite pour réveiller une idée épouvantable. Hein, qui fait peur. Et le médecin de malheur, ici, il parle du guillotin. Hein, Ignace Guillotin, celui qui a découvert, le médecin qui a découvert la guillotine, qui a pris son nom. Le médecin de malheur qui a inventé la chose, mais une autre fois, il ne prononce pas le nom, avec un nom prédestiné. L'image que j'y attache à ce mot hideux, toujours, il a peur de prononcer le mot, à ce mot hideux, est vague, indéterminé et de ton plus sinistre. Chaque syllabe est comme une pièce de la machine. Chaque syllabe du mot guillotine est comme une pièce de la machine. J'en construis et j'en détruis sans cesse dans mon esprit la monstrueuse charpente. Je n'ose faire une question là-dessus, mais il est affreux de ne savoir ce que c'est, ni comment s'y prendre. Hein. Donc, c'est une espèce de curiosité, cherche à savoir comment il est cette chose, comment ça fonctionne, mais en même temps, il a peur. Il paraît qu'il y a une bascule et qu'on vous couche sur le ventre. Voilà, donc là déjà, il se fait déjà une idée. Ah, mes cheveux blanchiront avant que ma tête ne tombe. Regardez cette hyperbole. Ah, mes cheveux blanchiront. Le moment où le couteau descend, déjà, ses cheveux vont blanchir de peur. Dans le chapitre 28, il se rappelle qu'il l'a déjà vu une fois. Je l'ai cependant entrevu une fois. Je passais sur la place de Grève en voiture un jour, vers 11 heures du matin. Tout à coup, la voiture s'arrêta. Hein? Donc, un jour où il passait devant la place de Grève, il y avait foule sur la place. Je mis la tête à la portière, une populace encombrée. Hein? Et regardez, il n'a pas dit la foule, il a dit une populace, c'est ça, c'est un nom péjoratif du peuple, populace, encombrait la grève. Et le quai a des femmes, des hommes, des enfants étaient debout sur le parapet. Donc il y avait grand nombre de personnes qui sont venues pour assister à la décapitation d'un criminel. Au-dessus des têtes, on voyait une espèce d'estrade en bois chez l'échafaud.
rouge que 3 ans échafaudés, préparés. Un condamné devait être exécuté le jour même, et l'on balissait la machine. Je détournais la tête avant d'avoir vu. Alors donc, ce qui montre que lui-même, il a refusé de voir ça. Il n'était pas d'accord, il n'a pas voulu voir ce spectacle horrible. Au côté de la voiture, il y avait une femme qui disait à un enfant, tiens, regarde le couteau, regardez la femme. Là, l'inhumanisme, les gens, ils ont perdu ce côté humaniste. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas d'émotion, sans sentiment. Une femme qui parle à un enfant, déjà la femme et l'enfant sont venus pour assister à ce spectacle sinistre. Tiens, regarde, le couteau coule mal. Ils vont graisser la rainure avec un bout de chandelle. C'est probablement là qu'ils en sont aujourd'hui. Et il dit que peut-être aujourd'hui, fort possible qu'ils sont en train maintenant de graisser pour lui. 11 heures vient de sonner. Il graisse sans doute la rainure. Ah, cette fois malheureux, je ne détournerai pas la tête. Parce que cette fois, c'est lui qui va passer. Et il ne peut pas détourner la tête comme il l'a fait l'autre fois. Dans le chapitre 29, il commence à appeler la grâce. Donc il espérait à ce qu'on lui donne, à ce qu'on l'engracie, à ce qu'on lui donne sa grâce. Ça montre ici qu'il tient fort à la vie. On me fera peut-être la grâce. Le roi ne m'en veut pas. Qu'on aille chercher mon avocat, vite l'avocat, je veux bien des galères, 5 ans de galères, et que tout soit dit. Regardez, ou 20 ans, ou à perpétuité avec le fer rouge. Mais, grâce de la vie. Regardez là, il revient sur ce qu'il a dit dans le chapitre 2, lorsqu'il a entendu sa sentence, et lorsque l'avocat lui a dit qu'il espérait la perpétuité, il lui a dit non, 1000 fois la mort que la perpétuité. Là, il regrette sa vie. En disant, un forçat, cela marche encore, cela va et vient, cela voit le soleil. Quand même, un forçat, il continue à vivre, il continue à respirer. Mais quelqu'un qui est mort, il est mort. Donc là, ça montre en réalité cette situation horrible dans laquelle le condamné vit, et une manière pour Victor Hugo d'attirer une autre fois l'attention sur les différentes douleurs, les différentes souffrances que vit un condamné à mort qui s'apprête à passer, qui s'apprête à être exécuté. Et de là encore, on est toujours dans le plaidoyer, un plaidoyer fort contre la peine capitale, des arguments qui sont forts, qui montrent donc ces souffrances, ces douleurs, cette torture que vit le narrateur. Ce n'est plus question de la torture physique, mais c'est question de la torture morale qu'il est en train de vivre en ces moments-là. Voilà.